Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir invité Jeunes Médecins pour témoigner devant votre commission. Je remercie également mes collègues qui ont dû se réorganiser pour que je puisse venir devant vous aujourd'hui. Donc, je suis médecin anesthésiste réanimatrice et j'exerce en tant que PH en réanimation chirurgicale aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je fais partie des médecins aussi à l'origine de la Minute de Silence qui a lieu actuellement tous les vendredis à 14h sur les parvis des hôpitaux et dont le mouvement prend de l'ampleur. Et je témoigne devant vous en tant que vice-présidente de Jeunes Médecins en charge de la médecine hospitalière. Donc, Jeunes Médecins est un syndicat professionnel représentant près de 5000 adhérents de toutes spécialités et de tout mode d'exercice confondu. Son but est donc de représenter les intérêts des jeunes médecins sans parti pris pour une spécialité ou pour un mode d'exercice. Comme beaucoup de soignants, les jeunes médecins mettent l'intérêt général au centre de leur exercice et s'attachent à défendre leur mission de soins auprès du public. L'intérêt de votre commission est majeur. L'OMS a récemment alerté sur le risque d'effondrement de notre système de santé à cause notamment de la pandémie de Covid-19. Cet effondrement aura lieu du fait de la souffrance notamment des soignants. Cette souffrance, elle atteint son paroxysme alors que les moyens à disposition pour soutenir les soignants sont pauvres, tellement pauvres que les experts de l'Observatoire national de la qualité de vie au travail ont récemment démissionné. Or, cette souffrance, elle a un retentissement sur le système de santé, car elle aboutit à la fermeture de lits, faute de soignants, épuisés, parfois en arrêt maladie, ou qui quittent leurs fonctions, dégoûtés notamment par un Ségur qui n'a pas été à la hauteur et qui a même été cynique. En effet, concernant les PH, la revalorisation de la grille salariale n'a concerné que les PH qui sont nommés depuis fin novembre 2020. Fin 2020 même. Pire, des mesures ont été prises pour déclasser les PH plus anciens qui étaient sur le front du Covid. Par exemple, pour moi, j'ai été déclassée d'échelon 4 à 1 en janvier 2021 et j'ai vu d'anciens internes que j'ai encadrés pour leur mémoire de thèse ou de DES être nommés échelon 2. Je suis vraiment heureuse pour eux, mais je ne comprends pas cette inéquité. D'ailleurs, Jeunes Médecins a déposé un recours auprès du Conseil d'État et plus de 8000 PH ont fait un recours devant le tribunal administratif pour contester ce reclassement. Le Ségur, qui concerne également les paramédicaux, n'a pas été suffisant de leur côté également. Ça n'a pas permis de juguler l'hémorragie de ces soignants. Dans mon CHU, par exemple, on estime à 200 ou 260 lits fermés par manque de personnel paramédical. Les chiffres restent toutefois opaques. Tout ça, ça se passe dans un système de santé qui est vraiment hospitalo-centré en termes de formation et de prise en charge. En effet, il faudrait profiter en fait de ce contexte d'ouverture avec le numerus apertus, je pense, pour que nous formions plus de médecins généralistes, notamment, quitte à ce que ceux-ci se spécialisent dans une autre spécialité ambulatoire en plus, comme par exemple la pédiatrie, la gynécologie médicale ou encore les urgences. Ça permettrait, et il faudrait également permettre aux internes de médecine générale d'accéder à plus de stages ambulatoires et les former à la gestion notamment des cabinets. Cette formation logistique, elle est trop parcellaire au cours de leur internat. Cela aiderait également à la création en fait, des maisons de garde pluriprofessionnelles de premier recours, en fait, qui permettrait de désengorger les urgences hospitalières qui sont actuellement un des seuls remparts face à une désertification médicale galopante. Concernant l'interconnexion ville-hôpital, elle est insuffisamment exploitée, comme le disait mon collègue, du fait notamment de logiciels médicaux qui sont pluriels. Les professionnels sont actuellement insuffisamment formés aux logiciels uniques, tels que l'espace numérique de santé, qui a succédé en début d'année au DMP. Et la convergence de ces logiciels, on le sait, il permettrait de faciliter les échanges entre les professionnels et améliorer la prise en charge des patients, notamment, surtout. D'ailleurs, concernant aussi l'exercice mixte, il y a un nouveau statut unique de praticien hospitalier qui doit voir le jour prochainement. Or, déjà, il ne répond pas aux besoins actuels de liens à resserrer entre ville et hôpital.
du fait d'une clause de non-concurrence qui empêchera les PH d'exercer en libéral dans un rayon de 10 km. Donc c'est en contradiction avec l'objectif initial de ce nouveau statut qui était de favoriser un exercice mixte. Concernant les mesures qui ont été prises pour l'attractivité hospitalo-universitaire, elles sont insuffisantes. Il serait vraiment nécessaire de revaloriser les salaires de ceux qui s'engagent dans la voie hospitalo-universitaire tout le long de leur carrière, d'intégrer leur temps de travail hospitalier dans le calcul de la retraite, ce qui n'est pas encore fait. Il faudrait plus de transparence également et de visibilité au niveau des postes. Et c'est vraiment nécessaire pour ceux qui veulent s'engager pleinement dans cette carrière, parce qu'il y a beaucoup trop de déçus à la fin. Et du fait des changements sociétaux, il faut vraiment une attention particulière pour l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle dans cette voie notamment. Donc voilà un panorama des difficultés actuelles et quelques solutions qui sont proposées par Jeunes Médecins. Et nous vous avons également remis en début de séance notre livret blanc avec justement des propositions et notamment dans d'autres champs d'action. Voilà, merci beaucoup.